Quelle est la façon idéale d'acquérir et de transmettre de l'immobilier? Bien souvent, la SCI est mise en avant, pas toujours pour des bonnes raisons, mais elle peine à remplir tous les objectifs. Ça pousse certains conseils à mettre à jour d'autres solutions, peut-être des meilleures solutions, c'est ce qu'on va voir, et c'est le cas de la société en commandite simple. C'est en réalité une solution très ancienne, mais qui a été récemment remise au goût du jour pour détenir de l'immobilier. Et pour nous éclairer sur son utilisation, j'ai le plaisir de rencontrer Marc Bornhauser, avocat à Paris. Marc Bornhauser, bonjour. Bonjour. Est-ce que dans un premier temps, on peut commencer par reposer un peu le contexte, expliquer la singularité de la société en commandite simple? Tout à fait. Alors, la société en commandite simple, en fait, c'est quasiment la première forme sociale qui a été créée pour financer le commerce des épices au Moyen-Âge. C'était quoi le commerce des épices? C'était un bateau avec un capitaine, un équipage, qui allait à l'autre bout du monde, en Inde, en Chine, chercher les épices. Quand ils revenaient 1 an ou 2 ans plus tard, ils étaient très riches, mais une fois sur 3, en moyenne, ils revenaient pas. Donc, partant, le capitaine et l'équipage ont dit à l'armateur, t'es gentil Coco, mais nous, on risque notre vie, alors que toi, tu risques que ton bateau. Donc, il n'est pas question de partager le fruit de notre travail au prorata des apports respectifs de chacun. Donc, cette société a été créée avec 2 collèges d'associés. Les associés commanditaires, c'est-à-dire l'armateur, dont la responsabilité est limitée à leur apport, et les associés commandités, donc le capitaine et son navire, et son équipage, dont la responsabilité est indéfinie et solidaire. Alors, l'intérêt de cette société, c'est que y a donc ce dualisme juridique avec le collège des associés commanditaires qui fonctionne comme une SARL et le collège des associés commandités qui fonctionne comme une ESNC. Et ce dualisme juridique se retrouve aussi au plan fiscal avec un double régime fiscal. La part de bénéfice qui revient aux associés commanditaires est soumise à l'impôt sur les sociétés au nom de la commandite et la part de bénéfice qui revient aux commandités, elle, est soumise à l'impôt sur le revenu entre les mains des commandités par translucidité fiscale. Donc, cette partie relève de l'article 8, l'autre partie relève de l'impôt sur les sociétés. Donc là, on voit déjà un premier point qui est intéressant parce que c'est vrai que souvent on dit, un peu dans de nombreux articles, on dit vivre à l'IR et puis mourir à l'IS. Et là, on se dit qu'avec cette dualité, peut-être qu'on va pouvoir trouver quelque chose de ce type. Eh bien voilà, l'intérêt de cette structure, c'est que quand on l'applique à l'immobilier locatif, attention, entendons-nous bien, on a des perspectives intéressantes. En effet, si on répartit le bénéfice entre les 2 collèges d'associés de la manière suivante, c'est-à-dire dire que le bénéfice ordinaire, en gros les loyers nets de charges, reviennent aux associés commanditaires, et le bénéfice exceptionnel, c'est-à-dire les plus-values, reviennent aux associés commandités, on a trouvé la martingale que vous évoquiez, c'est-à-dire que le bénéfice, les loyers vont être soumis à l'impôt sur les sociétés entre les mains de la société, et le bénéfice exceptionnel, donc les plus-values, vont être soumis à l'impôt sur le revenu, selon la fiscalité des particuliers, directement entre les mains des associés commandités. Et donc là, ça devient extrêmement intéressant parce que on sait bien que le drame de la SCI, en fait, c'est le drame des revenus fonciers. C'est-à-dire que avec le barème progressif plus les prélèvements sociaux, on est à 45%, plus 17,2%. Dessus, on ne peut déduire que les frais financiers, les travaux, d'où la politique de travaux qui aboutit finalement à un cercle vicieux et à la fin une catastrophe. Mais on ne peut pas, notamment, amortir le bien. On ne peut pas déduire les frais d'acquisition, puisqu'ils ne se déduiront que de la plus-value. Et par contre, à l'inverse, si on décide de rentrer dans une structure à l'impôt sur les sociétés style SCI à l'IS ou SARL à l'IS,
Eh bien là, c'est sûr qu'on va déduire les frais d'acquisition, on va amortir le bien, on va payer un impôt sur les sociétés au taux de 25%, mais la catastrophe vous attend à la sortie. Parce qu'à la sortie, eh bien, on va payer de l'impôt sur les sociétés sur une assiette comptable, c'est-à-dire en partie fictive, puisque l'assiette sera égale à la différence entre le prix de vente moins la valeur nette comptable. Donc les amortissements qu'on a déduits, on les régurgite, si vous me passez cette expression. Tout ça pour payer, certes, 25%, mais sur cette assiette majorée. Mais on n'a pas résolu le problème, c'est que l'argent reste dans la boîte. Pour le sortir et l'avoir net in the pocket, comme j'aime le dire, il faut repayer la flat tax plus la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Quand on fait le parallèle entre le coût fiscal, comme nous le faisons dans le cadre de simulation, on dit, bah voilà, on va estimer que cet immeuble, vous allez le revendre dans 15 ans, 50% plus cher. C'est juste pour montrer comment ça fonctionne. On se rend compte que quand on compare avec un schéma SCIR et un schéma SCIS, dans les deux cas, entre le coût de l'impôt sur le revenu, avec la fiscalité de sortie agréable que l'on apprécie, mais le coût de l'impôt sur les revenus pendant la détention du schéma, qui en plus, là, pour le coup, crée un problème de cash, on va dire, au quotidien. Dramatique. Et de l'autre côté, un schéma à l'IS avec les conséquences horribles à la sortie, eh bien, le schéma société en commandite simple est tout simplement très avantageux. Bon, alors là, vous avez prononcé le mot tout à l'heure, martingale. On a l'impression que c'est un schéma, pour ainsi dire, parfait, qui permet une détention et un financement de l'acquisition au fil de l'eau qui serait vraiment facilité. Avant de rentrer dans une explication peut-être un petit peu plus détaillée, quelles sont les situations, selon vous, dans lesquelles ce schéma est à proscrire totalement ou est trop risqué ou ne s'adapte pas? Bien, en fait, vous avez utilisé le mot, le risque. Et tout de suite, comme disait le professeur Causian, l'abus de droit, c'est la punition des Mozart, de la fiscalité. Et donc, il faut toujours se poser la question de l'abus de droit. Est-ce qu'un schéma consistant à opérer cette répartition du bénéfice entre commandité d'un côté et commanditaire de l'autre serait abusif? Et pour moi, la réponse dépend de la manière dont on structure le schéma. En fait, l'économie de cette répartition des bénéfices, c'est qu'elle correspond aussi à la répartition d'un risque. C'est-à-dire que le commanditaire, il va placer son argent et il va être rémunéré correctement par les loyers, sans excès, puisqu'on sait que les taux de rentabilité sur l'immeuble d'habitation, c'est un peu mieux sur le professionnel et le commercial, mais sur l'habitation, c'est pas énorme, c'est genre 3,5%. Donc il va faire un placement assez peu rémunérateur, mais sans absolument aucun risque. Pourquoi? Parce que celui qui est responsable des dettes, c'est l'associé commandité. Et lui, il va être généralement gérant, donc il va se taper toute la gestion de la société, trouver les locataires, etc., etc. Et s'il trouve pas de locataire, comme il est responsable des dettes, c'est lui qui va devoir payer. J'allais y venir, mais avant de voir ses responsabilités, regardons son travail. Il va gérer l'immeuble, faire les factures, etc., etc. Pour cela, il ne sera pas rémunéré. Sa rémunération, ce sera la plus-value, mais c'est une rémunération totalement aléatoire. On n'a aucune idée. Dans nos simulations, on estime arbitrairement que l'immeuble va prendre 50%. On sort d'un cycle haussier de l'immobilier qui a duré extrêmement longtemps. L'immobilier monte depuis 1997, avec quelques dents de scie depuis 2012, mais enfin, ça monte depuis 1997. Les gens ont oublié que l'immobilier a baissé, a perdu environ 40% entre 1990 et 1997. C'est peut-être quelque chose que nous sommes en train de revoir d'ailleurs, cette crise de l'immobilier avec la hausse des taux d'intérêt. Donc l'immobilier, c'est quelque chose qui est risqué. Et le risque du commandité n'est pas du tout théorique. Supposons que la crise économique fasse que le locataire ne paye plus. Le locataire ne paye plus, le banquier n'est plus payé,
il saisit l'immeuble, il le met en vente à l'encan, et l'immeuble se vend moins cher que la dette restant à rembourser. Eh bien ça, c'est pour les pieds du commandité. Et c'est un risque qui n'est absolument pas théorique. Et cela va répondre à votre question, dans quel cas le schéma est risqué? Eh bien, le schéma est risqué quand le schéma est abusif. Et le schéma est abusif quand, en fait, le commandité n'a pas de risque. Parce que le commanditaire a mis tout en capital. Et il n'y a donc pas de dette. Quand il n'y a pas de dette, il n'y a pas de risque. Et quand il n'y a pas de risque, il n'y a pas de responsabilité. Quand il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de rémunération. Mais si on a un schéma normalement rémunéré, après, tout dépend des cas de figure, normalement endetté, leveragé comme on dit, eh bien, le risque existe. Et si ce risque existe, la responsabilité existe. Et donc, de mon point de vue, il n'y a pas d'abus. Si vous aimez le podcast et vous voulez vous assurer de ne louper aucun nouvel épisode, abonnez-vous directement par email pour recevoir chaque nouvel épisode dans votre boîte de réception. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le-family-office.fr et de renseigner votre adresse mail. D'accord, et c'est intéressant, je pense, d'entrer dans un peu plus dans la pratique maintenant qu'on a vu ces conditions qui permettent de se dire que en fait on a une juste rémunération d'un risque et pas une juste rémunération de rien, qui du coup pourrait pas être juste. Traditionnellement, on va s'associer potentiellement pour transmettre. C'est le cas des sociétés civiles. On va essayer de transmettre progressivement le bien aux enfants, d'avoir le loyer qui rembourse le bien. Et puis bon, on connaît tous le schéma. Et dans ce cas de la société en commandite, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place une transmission avec du coup des enfants qui, si on a bien compris et bien suivi depuis le début, ne doivent pas tout apporter, mais à la rigueur, ça nous arrange certainement parce qu'ils n'ont pas forcément l'argent à la base. Alors, on a compris qu'il faut un commanditaire. Ce commanditaire, ça ne peut pas être le commandité. Donc, on peut imaginer qu'on mette ses enfants, qu'on fasse une donation en pleine propriété ou en démembrement de propriété, et qu'avec l'argent démembré ou en pleine propriété appartenant aux enfants, ils apportent au capital de la société en commandite simple. Ça, c'est première solution. Ça permet de transmettre le bien, mais pas sa plus-value. Je rappelle que sa plus-value, elle revient au commandité. Donc, l'aspect transmissif ne sera pas totalement satisfait par ce schéma, mais il sera quand même en partie satisfait. On peut aussi imaginer, plutôt que de mettre les enfants directement, que le commanditaire soit une société qui détient déjà du cash. C'est assez classique d'avoir chez les particuliers fortunés des structures, des cash box qui proviennent d'apports-cessions, qui ont rempli leur délai de réinvestissement d'emploi, etc. Et donc on se demande quoi faire. Typiquement, ce genre de structure peut devenir l'associé commanditaire d'une société en commandite simple. Et donc ça permet là de financer une partie du bien. Et quand on dit une partie, la question logique de tout auditeur, ça va être de se demander quelle partie. Eh bien, à mon avis, c'est la partie que le banquier ne veut pas financer. Vous savez, les banques, c'est fini l'époque où les banquiers finançaient 100, voire 110%. Aujourd'hui, ils sont plus frileux, ils financent 70, 60%. Très bien, donc il reste 30-40% à financer, plus les frais. Voilà, c'est ça que va financer l'associé commanditaire. D'accord, et donc, évidemment, on va, dans la suite, se poser des questions, se dire, bon, ça a l'air super, la société en commandite simple, mais il y a rarement des schémas sans aucun défaut, et donc on va essayer d'aller titiller cette société et se dire, est-ce que, par exemple, sur le plan de la gouvernance, c'est aussi simple? Est-ce qu'on peut s'organiser aussi souplement qu'avec une société civile? Parce que c'est souvent un des avantages qu'on peut mettre en avant. Est-ce que, de votre expérience, c'est un obstacle ou pas du tout? Non, c'est pas un obstacle, parce que généralement, le commandité, c'est aussi le commanditaire indirectement, soit par une structure, soit parce qu'il détient l'usufruit des parts de ses enfants. Donc en termes de gouvernance, c'est assez simple. Le commandité gérant, c'est lui qui a tous les pouvoirs. Donc voilà, les autres sont purement passifs et ils attendent le moment venu de pouvoir passer à la caisse. Oui, on va dire que c'est presque
C'est presque un démembrement déjà un petit peu induit, puisque le commandité a déjà vraiment beaucoup de pouvoir. C'est une autre forme de démembrement, mais par rapport au schéma que l'on utilisait avant, qui était le démembrement de propriété des parts sociales, le schéma en commandite simple a un avantage qui est le suivant. Dans les schémas d'investissement en démembrement de propriété, on avait une nécessité au regard de l'abus de droit, c'était que l'usufruitier des parts de la société civile démembrée, ait la juste rémunération de son usufruit. Et pour cela, il était indispensable que la société distribue la totalité de ses bénéfices, y compris la part des bénéfices comptables qui ne correspondaient pas à une trésorerie. Enfin, moi, c'était une condition que je menais, que j'imposais dans mes schémas pour éviter le risque d'abus de droit. Or, par définition, comme une partie des dividendes distribués ne pouvait pas être financée, se constituait au passif de la société civile une créance de la société commanditaire, usufruitière, qui grossissait, et au terme du démembrement, on se retrouvait avec la nécessité de rémunérer cette créance, avec des intérêts qui n'étaient plus déductibles des revenus fonciers, puisque l'emprunt n'avait pas été contracté pour l'acquisition de l'immeuble. Et donc, il fallait traiter cette créance, et en gros, ça voulait dire de la distribuer. Et c'est là où on passait à la caisse, évidemment au terme du schéma, on passait à la caisse en payant la flat tax sur la valeur de cette créance. Et ça, dans nos simulations, on le montrait très bien. Et le coût du schéma, c'était ça quand ça arrivait. Avec la société en commandite simple, on n'a pas cette créance. Donc, par rapport au schéma d'investissement des moments de propriété, on a cet avantage. Et dans les schémas pour continuer la comparaison, on a souvent le problème entre nus propriétaires et usufruitiers, des résultats mis en réserve. C'est un petit peu ce que vous évoquiez à l'instant. Et là, on a dit tout à l'heure que l'objectif de la société en commandite simple, pour que la répartition fiscale suive ce qui nous intéresse, était de mettre, de permettre aux commanditaires d'avoir le résultat courant, et aux commandités d'avoir le résultat exceptionnel. Et du coup, quand on met en réserve, on peut imaginer par exemple des loyers qu'on met en réserve au fil de l'eau, est-ce que ça crée des complications peut-être sur le plan comptable ou des difficultés que vous avez pu rencontrer? Non, pas du tout. Ces résultats mis en réserve, ils reviendront toujours aux commanditaires. D'accord. Puisque le résultat exceptionnel, c'est la plus-value. C'est pas la capitalisation des revenus. Donc on n'a pas toute cette distinction un peu picrocolline auquel on est confronté avec les démembrements de propriété sur le point de savoir si les réserves reviennent aux nus propriétaires ou à l'usufruitier. Non, là, les réserves, elles reviennent qu'à une personne, enfin un groupe d'associés, ce sont les associés commanditaires. Et certains auteurs ont encore critiqué ce schéma. Je me fais décidément l'avocat anti-commandite. Ça fait partie de l'exercice de dire que en fait, en fonction du schéma, certains associés pouvaient être plus ou moins privés de leur vocation aux bénéfices, notamment les commanditaires qui potentiellement avec des charges qui se constituent, enfin au début de l'acquisition immobilière, sont imputés sur les loyers, puis finalement du coup ne touchent rien avant un certain temps, ce qui pose question, parce que si on imagine que pendant 5 ans les revenus sont compensés par des charges et que 5 ans après on cède le bien, finalement l'associé commanditaire, on va dire, ça lui passe un petit peu sous le nez. Est-ce que c'est une inquiétude que vous avez dans vos schémas? Alors, là encore, il faut financer un bien qui n'est pas rentable, c'est une absurdité, mais c'est pas abusif. C'est-à-dire, c'est idiot, mais c'est pas méchant. Donc après, si vous arrivez avec un taux de rendement intrinsèque du bien trop faible par rapport à l'emprunt bancaire que vous allez contracter, et que vous leveragez trop, effectivement, vous allez avoir un problème. Vous allez avoir un problème, mais un problème de rentabilité. C'est pas un problème fiscal. Ça, c'est un problème de mauvais calibrage du schéma. En fait, en gros, faut pas acheter ce bien parce qu'il rapporte pas assez. Mais ça, c'est, comment dire, c'est pas du fiscal, c'est de l'économique.
Oui, et c'est vrai que c'est toujours des sujets qui revient dans les épisodes, c'est que finalement, si le schéma ne tient déjà pas économiquement, toutes les autres sujets deviennent complètement subsidiaires. Tout à fait. Et avec la remontée des taux d'intérêt, heureusement qu'il y a de l'inflation sur les loyers, mais avec la remontée des taux d'intérêt, il y a des investissements qui ne devenaient tout simplement pas rentables. Donc il fallait pas les faire. Mmh. Et au moment quand on suit la suite logique de la transmission et du décès du parent qui potentiellement a constitué cette société dont il aura transmis les parts de commanditaires à ses enfants, potentiellement en démembrement, mais pour le coup là ça va rien changer puisqu'on va le faire décéder. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Parce qu'on a dit tout à l'heure que le commandité ne pouvait pas être le commanditaire. Et donc là, dans ce cas-là, on a quand même la réunion dans une seule personne. Comment on règle ce sujet? En fait, il faut que la société change de forme en rachetant à l'indivision successorale, qui n'est pas, enfin, à l'indivision successorale, la part du commandité. Et elle va la racheter pour la plus-value latente sur l'immeuble, qui va pouvoir être calculée. D'accord. Bien entendu, il y aura aussi des droits de succession à payer sur cette fameuse plus-value, puisque la valeur des parts de commandité, c'est la plus-value latente sur l'immeuble. Donc là, on peut être soumis, dans certains cas de figure, à un cumul d'impôts entre... mais on va payer les droits de succession, mais on ne paiera pas l'impôt sur les plus-values, puisque les droits de succession vont purger la plus-value des particuliers. Mais effectivement, c'est un sujet quand même à avoir en tête. Oui, mais même si de toute façon, c'est pas un problème. Ce qui est intéressant de constater, c'est que ce schéma, on peut l'utiliser pour financer tout type de locaux. Évidemment, c'est classique pour financer les locaux professionnels du professionnel. L'avocat qui cherche à acheter ses murs, on va pouvoir l'avocat, je le mets de côté parce que on peut pas être commerçant. Mais j'ai vu des experts comptables qui ont le droit, eux, d'être associés commandités, même commerçants, qui ont acheté des locaux via une société en commandite simple, un industriel, un commerçant. Donc ça marche pour les locations nues de commerce, des locations nues d'habitation, mais ça marche également pour les locations meublées, puisque les locations meublées relèvent, là on est forcément au régime location meublée non professionnelle, puisque par définition, on n'a aucune recette. Donc on ne peut pas remplir les critères de la location meublée professionnelle. Donc on relève toujours de la fiscalité des particuliers à la sortie. Ça marche aussi en para-hôtellerie, avec un petit piège. Parce que pour le coup, on peut se retrouver dans une situation désagréable lorsque l'on revend l'immeuble et qu'on réalise une plus-value, car je vous rappelle que là, ce sera une plus-value professionnelle, avec une partie long terme qui bénéficiera d'abattement pour durée de détention entre 5 et 15 ans grâce à l'article 200, 151 septies B. Voilà, donc on aboutit au bout de 15 ans à une exonération complète de la plus-value à long terme, mais il y a aussi la plus-value à court terme. Et elle aura été déduite à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés, pardon, mais il va falloir la recracher à l'impôt sur le revenu au barème progressif. Donc là, il y a un piège. Bon, je rassure vos auditeurs, on sait comment le contourner, mais je vous le dirai pas ce soir. D'accord. Il faut toujours conserver un petit peu de suspense de toute façon. Oui, un petit peu de mystère. Le problème est facilement contournable. Est-ce que c'était intéressant cette énumération parce que ça permet aussi de comprendre concrètement dans quel cas on peut l'utiliser? Est-ce qu'il y a d'autres cas un petit peu types que vous voyez régulièrement? Non, moi je n'ai utilisé la société en commandite simple que pour financer de l'immobilier, et je vous ai dit tout type d'immobilier, relevant des revenus fonciers comme relevant des bénéfices industriels et commerciaux, voilà, et de la location en meublé non professionnelle. Et toujours sous réserve d'une rentabilité, on l'a déjà dit, sous réserve suffisante. D'une rentabilité, d'un leverage suffisant mais pas trop excessif. Enfin voilà, il y a un degré. On peut pas. C'est trop sophistiqué pour envoyer les gens dans la nature à la simple audition d'un podcast. Non, c'est quand même. On touche un peu à l'orfèvrerie. Donc les gens seraient fous de prendre ce genre de risque tout seul. Oui, et je crois que vous n'êtes pas seul à le dire. On va pouvoir, il faudrait faire un montage de tous les podcasts et faire une sorte de chorale avec tous les invités qui en même temps disent allez prendre du conseil, parce que c'est vraiment, c'est évidemment,
Le seul conseil qu'il y a dans ce podcast, en fait, c'est ça. Oui, mais enfin, on leur en a dit quand même pas mal. Sur ce qu'on peut Mais faire avec une société en commandite simple. ça permet déjà de se faire une idée et puis d'imaginer un petit peu le genre de schéma avant d'aller voir par exemple son avocat, peut-être son expert comptable. Et justement pour clôturer l'épisode, est-ce qu'il y a des points de vigilance particuliers qui sont importants pour vous à avoir dans les dossiers une fois qu'on s'est dit tout ce qu'on s'est dit? Les points de vigilance, on en a parlé, c'est le risque d'abus de droit. Franchement, il est là le point de vigilance. Je vous dis que l'opération soit pas rentable n'est pas abusif, c'est juste idiot. Donc, oui, ça c'est un risque, mais qu'on court dans toute opération. On peut détecter aussi, on dit, excusez-nous, mais ça passe pas. Votre bien, il est trop cher, la rentabilité est insuffisante. Vous pouvez pas attendre, financer avec des taux d'intérêt à 4%, un schéma qui rapporte 2, c'est juste pas possible. Voilà. On voit ça fréquemment. Parce qu'on peut utiliser la société en commandite simple pour faire des refinancements immobiliers. Donc j'ai eu des gens qui sont venus me voir avec des déclarations de succession non prescrites, avec des valeurs sous-évaluées. Et moi je leur dis, il va falloir attendre un peu. Parce que là, aux valeurs déclarées, ça passe pas. Mais si on sort des valeurs déclarées, vous risquez un rattrapage de droits de succession. Il faut attendre que ça soit prescrit pour qu'on puisse mettre en place un refinancement. Eh bien, merci pour toutes ces précisions, ces points de vigilance et puis toujours cette cohérence économique qui revient au cœur de tous les épisodes. Je vous en prie. Si vous avez trouvé cet épisode utile, je suis certain que vous aimerez beaucoup le prochain. Pour ne pas subir les algorithmes et être certain de ne pas louper les prochaines interviews des meilleurs professionnels de la gestion de fortune, inscrivez-vous à notre newsletter. Rendez-vous directement sur le-family-office.fr et entrez votre adresse email.